Des Madior, des Marda Bepini, mes chers auditeurs, je suis le Marvailer et je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Yann. Des maths Marveilleur, des maths aux auditeurs et des maths à l'autre Yann qui est pour cette fois nous a rejoint. Tout à fait, de Yann et de Yann. Bonsoir à tous, des maths dehors. Bon, ça faisait un bail qu'on t'avait pas vu. Ça fait plaisir de t'entendre à nouveau. Sois le bienvenu en tout cas sur les ondes, sur ce 23e épisode de Moisarvroide. Alors, mes chers camarades, le mot du mois, le mot breton du mois, c'est Sturmer, qui signifie Militant, combattant. exactement. Effectivement, c'est un mot multimodal qui a plusieurs sens, qui peut signifier aussi bien, comme tu le dis très bien, le combattant, le guerrier ou le militant. Là, nous allons l'étudier sous l'aspect du militant. En effet, au cours de ce numéro, nous allons faire quelque chose d'assez déplaisant puisque nous allons dresser le constat d'échec, le constat de mort programmée d'un modèle militant qui dure depuis à peu près les années 80-90 et qui montre non seulement ses limites, mais aussi son inadaptation aux situations modernes, aux problématiques modernes. Donc ce modèle militant que j'ai nommé récemment dans un tweet le modèle PB-UDB, du nom bien, des principaux porteurs de ce modèle, bien qu'ils soient loin d'être les seuls. Donc nous allons nous approcher bien évidemment dans un premier temps sous l'angle des actualités. Alors mes chers amis, est-ce que vous connaissez la COP Braze? Oui, c'est une édition bien connue des Bretonnants. Très bonne édition d'ailleurs, je veux dire. J'ai plusieurs de leurs bouquins à la maison. Ah oui, et moi de même, ça, il y a aucune question à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est une très bonne édition, mais crains qu'elle ne le reste pas très longtemps. En effet, une nouvelle est tombée il y a peut-être au moment où nous enregistrons un peu plus d'une semaine de ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? C'est la liquidation judiciaire de Coop Braze. Eh oui, tout à fait, et en particulier une liquidation judiciaire assortie d'une cessation immédiate d'activité. Il y a eu des offres de reprise qui ont été faites, mais comme celles-ci ont été jugées non convaincantes, eh bien elles n'ont pas été retenues par le tribunal de commerce de Brest, ce qui fait que, eh bien, dans les faits, la société Copbraze va mettre très prochainement la clé sous la porte. Bon, c'est un constat d'échec pour la culture bretonne tout entière, et pour la Bretagne, une grande perte également. Ah bah c'est une onde de choc, on peut le dire, hein. Il faut bien se rappeler que cette maison d'édition a presque 70 ans et qu'elle était franchement une des plus importantes maisons de diffusion et de distribution de produits culturels bretons, avec notamment une antenne à Paris, donc dans le quartier breton bien évidemment, qui est restée très longtemps, qui a fermé d'ailleurs il y a peut-être une décennie de ça, ce qui en rétrospective aurait dû être vu comme le dangereux précurseur que c'était, quoi. Est-ce qu'on connaît les causes de ce désastre? Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas assez de lecteurs, quoi, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a pas assez de lecteurs, entre autres, mais en fait, la Copbraze a eu des difficultés de trésorerie pendant assez longtemps. Effectivement, il n'y a pas assez d'acheteurs. Elle a dû fermer progressivement un certain nombre de ses pôles, puisque j'avais mentionné la fermeture de la Copbraze de Paris en 2017, mais également donc la fermeture de la librairie de Quimper à la fin de l'année 2022, la fin du label musical en 2023. En fait, la mise en liquidation judiciaire de la Copbraze, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre depuis un moment, puisque cette maison, malheureusement, n'en a pas fini de couler depuis bien une bonne décennie, quoi. C'est malheureux. Je déplore cette liquidation judiciaire. Je suis pas un très grand consommateur de livres, mais je sais qu'il y avait un excellent Histoire de Bretagne qui était proposé par eux. Donc bah, j'ai un exemplaire, mais triste perte pour la Bretagne. Absolument, ils vendaient des CD de musique et des bons CD de musique qui m'ont permis de découvrir des groupes, des très bons groupes. C'est par leur intermédiaire que j'ai connu des grands artistes bretons comme Glaz, par exemple, comme Gwenyn aussi.
Je pense qu'on est nombreux à devoir beaucoup à la COP Braise et c'est vraiment, vraiment, vraiment le cœur serré, hein, qu'on constate la fermeture de cette grande maison, quoi. Oui, parmi le palmarès des livres c'était aussi Niagons-Boisonnec, qui est une méthode très pratique pour apprendre, pour les adultes, pour apprendre le breton. Oui, c'est celle que j'ai utilisée pour apprendre le breton en ce qui me concerne. Cela dit, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour le mouvement breton et en particulier pour sa dimension culturelle, puisque dans le même temps, on peut mentionner également l'annulation des Jeux de Bretagne qui devaient être prévus à Nantes, donc courant juin, qui devaient se tenir à Nantes, donc du 20 au 29 juin, donc qui devaient avoir lieu au moment même où nous enregistrons, suite à, paraît-il, l'absence d'un site adapté pour s'implanter, alors que la programmation était déjà bouclée, l'affiche avait été réalisée, et le comité d'organisation avait engagé près de 20 000 euros d'acompte. Donc cette édition qui devait se dérouler autour du château des Ducs de Bretagne, ce qui est tout un symbole, donc n'a pas pu avoir lieu pour cette raison que cette année-ci, ils n'ont pas trouvé de site, tout simplement, pour les diverses activités sportives proposées traditionnellement, annuellement, par ces Jeux. Oui, c'est étonnant. Pourquoi est-ce que cette année, ce n'est pas possible alors que c'était possible l'année précédente? J'y vois une certaine forme de loup. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors apparemment, de ce qu'on a compris, c'est à cause de contraintes techniques, donc avec des gros guillemets, c'est que l'endroit où ont lieu habituellement les Jeux était en travaux, notamment parce que le parking bitumé de la Duchesse Anne devait devenir un square, donc un square, un espace vert, et ils étaient supposés à la base s'installer sur le site de Feydeau, qui avait l'intérêt d'avoir des espaces verts, donc de tout proposer, qui étaient emblématiques et visibles, etc. Mais des contraintes techniques, donc, ont empêché, bon, chacun peut y lire ce qu'il veut, hein, dans l'absolu, je ne prétends pas vous dire, vous faire une lecture entre les lignes de ce qui s'est passé réellement, mais en tout cas, des contraintes techniques, d'après Ouest France, ont empêché que le site soit utilisé pour les Jeux de Bretagne. Bon, tu dis pour des contraintes techniques de type travaux, verdissement. Je ne sais pas si derrière cela, il y a un agenda écologiste de verdissement de la politique de la ville, et donc derrière ça, bah, évidemment, Johanna Roland, mais ce ne serait pas impossible, hein, Personnellement, je ne serais pas en désaccord avec cette analyse, loin de là. D'ailleurs, le comité d'organisation des Jeux de Bretagne lui-même ne semble pas dupe, puisqu'il affirme que ce veto, donc c'est une décision du cabinet, effectivement, de la maire Johanna Roland, qui aurait été pour eux motivée par des raisons politiques et pas des raisons techniques. Donc, sachant que l'organisation avait tout fait de manière propre, bien organisée, ils avaient prévu des barrières, un gardiennage de nuit, ils avaient assuré de ne pas détériorer la pelouse. Bref, effectivement, puisque en fait, c'est la mairie de Nantes qui a décidé, donc soi-disant pour raisons techniques, et un second site est également refusé près d'un mois avant les Jeux, il faut bien se le dire, qui refusait au motif de s'y être pris trop tard. Donc, on constate le ridicule, mais après, on sait bien l'amour que porte la socialiste Johanna Roland pour la Bretagne. On se doute qu'elle a sauté sur l'occasion pour faire interdire les Jeux. Ah oui, sans cette dernière information, on aurait pu croire que c'était une mauvaise organisation de la part de l'association qui organise justement les Jeux de Bretagne. Mais bon, si finalement, en fait, plus d'un mois à l'avance, ils disent qu'il y a possibilité de le faire à un autre endroit et que là, c'est refusé, bon, c'est quand même se moquer du monde, là. Ah non, non, pour le coup, l'organisation a été parfaitement réglo. Il n'y a aucune question à poser à ce niveau-là. C'est un refus injustifié, absolument injustifié, en fait, il faut le dire, injustifié, de la mairie de Nantes de laisser se dérouler ces Jeux sur les lieux que l'organisation s'était proposé d'investir. Il faudra voir ce que ça donnera l'année prochaine, mais bon, ça laisse de toute façon un goût très amer dans la bouche. Ça, c'est une certitude.
Et bien entendu, les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, donc il y en a encore d'autres. Décidément, je me sens vraiment oiseau de mauvais augure, aujourd'hui. Puisque, vous le savez peut-être, mais l'émission d'information en breton sur la chaîne France Bleu Brésil est terminée. Elle a pris fin également. Et on peut noter également, au Festival interceltique de Lorient, une interdiction, pour l'instant à l'état de rumeur, une interdiction faite à l'association Bretagne Réunie de déployer sa banderole au Festival interceltique de Lorient. Alors sur le sujet de la radio France Bleu Brésil, donc qui s'est renommée récemment Ici Brésil, c'était un des rares moments où un public non averti sur la question de la langue bretonne pouvait entendre du breton de manière fortuite. Je veux dire que déjà c'est une honte qu'en Bretagne on n'entende plus dans les rues notre langue qui soit parlée. Eh bien là on est encore en train de faire disparaître, de rendre invisible aux gens qui ne sont pas précisément des britophones ou des militants du breton, on est en train d'invisibiliser la langue bretonne. Donc d'empêcher l'éveil des consciences sur cette langue à un public qui pourtant devrait la parler. Absolument. Et en fait, on constate dans tous ces événements qu'on a énumérés là, non seulement donc une volonté politique d'invisibiliser la Bretagne à tous les niveaux, et particulièrement d'invisibiliser le mouvement breton, au travers notamment de son long combat pour la réunification, qui est attaqué 2 fois, donc d'une part au Festival interceltique, par cette décision controversée du nouveau directeur, qui est un Français, hein, il faut le dire. Le nouveau directeur, le nouveau président de l'Interceltique n'est pas un Breton, c'est un Français, c'est un étranger. C'est Jean-Paul Kiel, qui a été élu donc en 2022. C'est un pur Français, pur jus, aussi bien ethnique que mental. Cet homme n'a pas une goutte de sang breton dans les veines. Et donc, ce président, qui est un jacobin français, dont on se demande comment il a fait pour arriver à la présidence du fil, des rumeurs affirment que ce serait avec le soutien de la mairie socialiste de Lorient. Donc, il y a cet aspect, effectivement, de censure, de répression politique à l'encontre du mouvement breton, mais il y a aussi une dimension, je pense, assez importante, qui est, bon, je vais peut-être sonner un petit peu prophète eschatologique de malheur, mais en fait la fin d'un monde, tout simplement. Parce que, si vous voulez mon avis, la baisse drastique du nombre de manifestants de Bretagne réunis, la fermeture de la COP Braise et l'échec récent de plusieurs initiatives bretonnes, on pense notamment à Bretagne Notre Avenir, en Dazonte, bah, tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas subi d'intervention française, en fait, qui n'ont pas subi, directement en tout cas, de volonté politique de l'État français de mettre, on pourrait dire, la Bretagne et le mouvement breton sous chape. Et pour moi, c'est un signe, c'est un marqueur assez important, oui, de la fin d'un modèle militant qui avait commencé dans les années 90 à peu près, qui s'achève là maintenant en 2025 et en fait, enfin même plus tôt que ça d'ailleurs, qui avait même commencé dans les années 70 si on considère l'aspect de la gauche culturelle en fait. C'est vraiment ce mouvement militant de centre-gauche culturel qui avait donné des bonnes choses, hein, je tiens à le dire, qui avait donné quand même des Alan Stivell et des Gilles Servat que j'aime beaucoup à titre personnel, qui avaient donné des très très bonnes choses à la Bretagne, mais qui sont en train de montrer leurs limites, et ce de manière extrêmement criante. Oui, c'est-à-dire qu'à force de se coucher toujours plus, ben finalement, on se fait mépriser, hein. On ne compte plus pour rien et puis on est prêt à accepter toutes les pires bassesses. Et finalement, se faire même retirer les subventions qui étaient des sortes de, même pas de concessions, mais presque d'aumônes. Ah bah oui, mais ça c'est clair. Mais il y a une chose qui n'a pas changé depuis au moins un siècle, c'est que l'État français méprise les faibles et ne donne qu'aux forts. C'est toujours la même histoire. Et là, on le voit aujourd'hui. Avec ce modèle militant des années, on va dire des années 80 à 2010, mais parce que dans une certaine mesure, on peut dire que les bonnets rouges avaient constitué quand même une certaine rupture. Donc ce modèle militant qui est véritablement en bout de souffle. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie.
Eh bien, dans cette deuxième partie, après cette pause musicale, nous allons parler de la fin de ce modèle militant et ce que le PNB pourrait proposer. Est-ce que tu aurais des idées? Eh bien, dans un premier temps, je pense qu'il faut qu'on parle de la fin du modèle militant en question. Donc je pense que vous savez que depuis les années 70, le mouvement breton, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il était extrêmement centré sur l'aspect culturel, avec notamment énormément de musiciens, avec des réalisations qui sont tout à l'honneur de ce mouvement, hein, je tiens à le préciser, tout à l'honneur de ce troisième MSAO, donc notamment avec des grands musiciens qui ont donné des lettres de noblesse extraordinaires à la musique bretonne, justement les écoles d'Iwan, qui, même si aujourd'hui eh ben, elles sont à l'image justement de ce mouvement militant en bout de souffle, elles ont quand même amené des réalisations extraordinaires. Donc ce modèle militant qui était profondément basé sur l'aspect culturel, sur la culture, qui a repris énormément, il faut bien le préciser, de choses qui avaient été mises en place, de structures, de réalisations qui avaient été mises en place par le premier et le second MSAO, et qui avaient en fait donné un aspect culturel extrêmement important à la Bretagne. En parallèle, il y avait une autre forme de militantisme qui, jusque dans les années 80, agissait, donc qui était le FLBARB, donc avec leurs poseurs de bombes qui étaient notoirement connus pour éviter autant que possible les morts. Et ce militantisme-là s'est progressivement effacé à partir des années 80, en gros, au profit d'une hégémonie culturelle dans le mouvement breton qui s'est traduit par une hégémonie des mouvements de gauche et d'extrême gauche. Et c'était dans l'air du temps, hein, on dirait. La Bretagne avait surtout des problématiques sociales, beaucoup plus que sociétales comme aujourd'hui. Et donc, en particulier, c'était une société qui, outre le fait que les gauches, après la Seconde Guerre mondiale, avaient très violemment réprimé les nationalistes, donc c'était une société qui se trouvait très réceptive aux discours sociaux, ce qui a conduit à certains mouvements ouvriers comme la grève du juin français notamment. Et en fait, on le constate aujourd'hui, les discours sociaux et ceux qui les promeuvent. D'ailleurs, c'est pour ça que la gauche en France et en Europe est également en faillite, c'est qu'elle continue à tenir un discours social alors que les problèmes dans les sociétés sont d'ordre sociétal. Et que la gauche, que ce soit en Bretagne, en France ou en Allemagne ou partout, non seulement elle continue à entretenir un discours social qui est suranné, mais en plus, elle encourage les transformations sociétales que craint la population. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles la gauche en général en Europe est en perte de vitesse. Et en Bretagne, on arrive à la fin d'un mouvement militant qui est purement basé sur le culturel, sur ce qu'on pourrait appeler le modèle subventionné dans l'absolu, hein, puisque le modèle subventionné ces dernières années a été extrêmement mis à mal, notamment par un certain nombre de coupes budgétaires décidées par l'État français. Je vois une exception dans les pays européens, le cas du Danemark, qui lui est resté social et de gauche, et qui n'est pas tombé dans les délires wokistes, sociétales, défense du peuple de souche, qui combat l'immigration illégale. Mais c'est le seul, hein, très peu d'autres pays le font, à part lui. Oui, et donc en fait au niveau de la Bretagne, ce modèle culturo-social, et non pas socio-culturel, est en train de mourir. Ce qu'on constate aujourd'hui, donc la mort de Cobb Braze, la fin des infos en breton sur Brézizel, l'interdiction de la banderole de Bretagne Réunie, ou même le trop petit nombre de militants venus à Nantes le 12 octobre, ou encore en fait l'échec de Braise Ondazon, de Bretagne Notre Avenir, tout ça, ça tient de la même chose. Les actuelles difficultés rencontrées par les écoles d'Iwan, tout ça participe d'une même chose, effectivement, en fait, de ce modèle culturo-social qui se retrouve en bout de souffle. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut le reconnaître, hormis une minorité, les gens, et a fortiori les Bretons, ne se bougent plus pour sortir militer dans la rue. L'époque des grands cortèges est terminée depuis 2019, 2020. Il n'y a plus de grands rassemblements qui réunissaient des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes à Nantes pour la réunification.
Le 12 octobre, on était quelques centaines. Les gauchistes disent c'est la faute du PNB, gna 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 gna, mais le truc c'est que les gens qui sont restés chez eux ne savaient pas que le PNB allait venir lorsqu'ils ont décidé de rester chez eux. Le fait est que, en fait, les gens ne sortent plus militer comme en 1930, ou comme en 1960, ou même comme en 2010. C'est ça qui est fou. Aujourd'hui, les gens ne se rassemblent plus pour militer, pour défiler, pour prendre la parole, pour agiter des banderoles avec des porte-voix, etc. Alors les gauchistes le font encore parce que eux, ils sont encore dans ce modèle, dans ce modèle, mais même leurs rassemblements sont des échecs en fait. C'est bien simple. Depuis 2019, 2020 à peu près, peut-être 2021 si on pousse un peu, je n'ai en tête aucun exemple de grande manifestation qui ait réuni un nombre réellement significatif de personnes. Il y a bien la marche pour la vie, mais je ne sais plus exactement combien ils ont réussi à mettre de gens dans la rue. Bon, après, ça dépend de quelle source tu prends, évidemment, mais je pense à eux. Environ 10 000 personnes. Les marches pour la vie, c'est de mon temps, c'était... À l'époque où moi je les faisais, parce que oui, j'en ai fait, les marches pour la vie, c'était bien 50 000, 60 000 personnes. Là, en 2024, ils étaient à peu près 10-15 000. Je prends un truc à mi-chemin entre la police et les organisateurs, parce que c'est souvent ça. Oui, je vois ça, j'ai à peu près le même chiffre. Donc, Et au-delà de cette mobilisation qui est faible pour des sujets sociétaux ou pour d'autres sujets d'ailleurs, il y a aussi le fait que ces manifestations n'aboutissent pas concrètement à ce que, voilà, par exemple, des lois soient retirées ou des lois soient ajoutées. En réalité, elles n'ont pas d'effet sur le réel. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui joue très fortement sur cette fin de vie du modèle de la manifestation comme moyen de militantisme. En fait, c'est pour ça que je cite environ 2020-2021. Je pense que c'est le moment où il y a eu une sorte de lassitude générale qui s'est emparée des populations aussi bien françaises que bretonnes, notamment autour du Covid, mais avant avec les Gilets jaunes. Et qui a été la constatation que battre le pavé ne sert plus à rien. Ça a servi auparavant, et en fait, c'est la constatation que malgré le fait, parce qu'en fait, on a fait un constat, c'est que, enfin, une classe de population entière s'est soulevée, entière, il faut le dire, hein, les gilets jaunes, c'était énorme, et ils n'ont rien eu. L'État français ne leur a rien donné. Et en fait, à partir de ce moment-là, et ensuite ils ont achevé de se faire casser les reins par l'emprisonnement Covid, et à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de réalisation collective, en tout cas je pense que c'est ça, il y a eu une espèce de réalisation collective du moment où les gens regardaient et se disaient, mais en fait, militer, sortir dans la rue, ça ne sert à rien. Parce que même dans des situations de militantisme optimal, parce que les Gilets jaunes, c'était une situation de militantisme optimal, ben, on n'obtient rien. Il ne se passe rien. Et du coup, on n'a que deux solutions possibles à partir de ce moment-là. C'est soit se radicaliser, donc passer à des actions qui sont autrement plus brutales, si j'ose dire. Donc, je n'appelle en aucun cas à ce que ça arrive, hein, que ce soit clair. Soit on se radicalise, soit on abandonne. Et dans une situation où les gens d'aujourd'hui ont beaucoup trop à perdre, puisqu'on vit dans une opulence qui est absolument inimaginable de toute l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'il faut bien se dire, eh bien, les gens, en général, ont trop à perdre, encore, ils ont encore trop à perdre pour entreprendre réellement des actions qui pourraient être violentes ou dangereuses. ouais, je suis entièrement d'accord. Après, pas vraiment besoin d'en arriver, même, enfin, même si ça reste une possibilité, hein, d'en arriver à des actions d'agression de personnes, de destruction de biens publics. Et on pourrait juste avoir une position de personnes engagées, de citoyens, c'est-à-dire de prendre sa carte dans un parti politique ou une association X ou Y qui prône des mesures soit radicales, soit non conventionnelles. Mais oui, effectivement, sinon l'alternative, c'est baisser les bras, c'est l'attentisme. Et au final, c'est de ne rien faire, quoi. Ah C'est oui, ça mais le c'est ça. problème. Et les gens constatent que, on va dire, les méthodes d'action autorisées ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus.
Et donc, c'est cette conjonction, en fait, entre le fait que les méthodes d'action autorisée ne fonctionnent plus et le fait qu'on est encore trop riche pour notre propre bien. Alors, ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais c'est l'idée que on a encore trop à perdre pour réellement risquer notre personne dans ce qu'on pourrait appeler une action désespérée. Et la conjonction des deux, elle fait que on se réfugie dans une sorte d'attentisme tout en jouissant un peu sur les bords, autant qu'on peut avec le peu qu'on a, et puis on attend que ça se passe, en fait, on attend que quelque chose se passe. Et c'est là la situation dans laquelle on est actuellement. C'est là le constat d'échec du militantisme historique classique. Alors on le disait, oui, effectivement, comme on le disait avec les exemples qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a encore des structures qui arrivent à rassembler un peu parce qu'ils ont un passif, ils ont une expérience, ils ont des structures qui sont historiquement militantes. On a mentionné donc en général les organisations de gauche et d'extrême gauche, notamment politiques. On pense aussi, effectivement, on a parlé à la Marche pour la vie, mais toutes ces organisations, même ces organisations, ont perdu énormément de participation ces dernières années. Et ça, c'est extrêmement important à relever. C'est que dans les années qui viennent, et même particulièrement maintenant, on est dans un creux de vague extrêmement fort. Et dans cette situation, avec ces contraintes, eh bien, le militantisme de rue ne fonctionne plus beaucoup. En tout cas, plus en tant que tel, c'est ça qui est très important, plus en tant que tel, et on le constate, le militantisme culturel, le militantisme de subvention, est également en état de mort programmée. Puisque là, c'est ce qui est en train de se passer. La fin de Cop Braze, les Jeux de Bretagne, etc. Tout ça, ce sont des coups répétitifs, répétés, qui sont portés à l'aspect culturel breton. Et on voit, avec la crise des écoles d'Iwan, un constat d'échec également du modèle subventionné. Un modèle subventionné qui d'ailleurs est cher aux gauchistes, soit dit en passant, puisque on le constate, en fait, à force d'ouvrir le bec et d'attendre que l'argent de l'État français nous tombe tout cuit dedans, lorsque l'argent commence à cesser d'arriver, eh bien, on commence à s'étouffer, tout simplement, à mourir de faim, parce qu'on n'a pas de solution alternative. Et justement, un exemple très fort de cela, c'est la baisse récente des subventions en faveur de la langue bretonne, en partie, non négligeable d'ailleurs, à cause de la galomanie, puisque un certain nombre de gens, donc notamment des Fransquillons et justement des militants du modèle PBUDB, nous reprochent de ne pas vouloir reconnaître le gallo en tant que langue. Mais déjà, d'une part, le fait est que le gallo n'est pas une langue, et surtout, il est utilisé factuellement par des élus, par la région Bretagne, etc., comme justification pour réduire, pour étrangler les subventions bretonnes, sans pour autant en accorder réellement au galop, puisque de toute façon, le galop n'intéresse personne, donc mettre de l'argent dans le galop, ça revient à le jeter à la poubelle, en fait. Je suis désolé pour les locuteurs du patois, mais c'est factuel. Et ça, c'est quelque chose que aussi bien les galomanes que les militants modèle PBUDB ne veulent pas comprendre, c'est que la galomanie est utilisée comme arme de morcellement culturel contre la Bretagne. Et le tout mis ensemble, ça provoque l'étranglement de ce modèle culturel breton sur lequel reposaient tous ces acteurs du secteur culturel qui aujourd'hui sont en train de fermer. Donc ça provoque cette fin et ça va, je l'espère, nous obliger à nous repenser. Puisque, voilà, on constate effectivement, on ne peut pas faire autrement, on est bien obligé de constater que ce modèle culturel, que ce modèle militant est complètement suranné. Eh bien, nous devons maintenant réfléchir à proposer des alternatives. Et donc, j'aurais bien voulu faire une petite aparté sur le militantisme. Est-ce que tu voudrais qu'on parle du rôle éventuel des réseaux sociaux, d'Internet, de ce côté un peu métapolitique qu'on peut trouver sur les webs, sur YouTube, Ah tout bah ça? oui, oui, absolument, c'est inévitable. Ça, justement, ça fait partie de ce dont on doit parler dans le militantisme du futur. Oui, clairement, go, go. Parce que du coup, moi, après, c'est simplement ce que j'ai observé. Donc les gens en ont assez d'aller prendre leur carte, je sais pas, au URN ou enfin au chez Reconquête. De toute façon, au URN, il y a plus vraiment de militants, hein. Il y a plus personne qui colle, hein. Ils font appel à des prestataires de services pour coller leurs affiches. Du coup, en fait, les gens se sont retrouvés sur YouTube, sur Facebook ou Twitter ou que sais-je, et ils ont créé
petite bulle en fait où ils peuvent se retrouver entre eux et puis proposer des choses. Alors certains c'est l'expatriation. Alors ça y est, c'est parti, je vais nommer des gens, attention. Comme Conversano, sont des expatriationnistes, des identitaires. D'autres, comme je sais pas, Nicolas Faure, prône non, la politique, l'électoralisme, le libéralisme comme solution. Mais enfin, tous ces gens-là et plus encore, les podcasteurs, sont passés sur YouTube. Donc, bon. Ah oui, effectivement, on ne peut pas faire autrement que constater la grande importance, même extrêmement grande, qu'ont pris les réseaux sociaux dans le militantisme et particulièrement dans le militantisme politique. Ça, c'est une certitude. Et c'est impossible d'ailleurs de ne pas en parler. Maintenant, tu as des politiciens qui se retrouvent, à tort ou à raison, crucifiés pour un tweet. Et effectivement, les réseaux sociaux sont devenus Pas que des politiciens, hein. Il y a Ah, aussi des élus, enfin à peu près n'importe qui ne passe pas sous les fourches codines du gauchisme peut être crucifié sur la place publique pour un tweet. Donc bon. On a même appris récemment qu'il y avait une commission de l'Assemblée nationale qui s'occupait de TikTok. Ouais, entre autres choses, c'était des réseaux sociaux en général, d'ailleurs, c'était assez drôle puisque enfin, cette commission, c'était absolument n'importe quoi. Déjà, ils ont autorisé des auditions en visioconférence, ce qui a fait que du coup, il y a des gens qui sont partis en plein milieu de l'audition. Ok. Et il y a eu la révélation attestée cette fois que YouTube, entre autres, pratique effectivement le shadow ban, c'est-à-dire ce fait d'invisibiliser des contenus qui ne violent aucune règle sans les interdire explicitement. Mais en fait, en tout cas, de tout ça, en général, ce qu'on est obligé de constater, c'est que les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, sont devenus un incontournable du militantisme. C'est un avantage parce que on peut exposer une pensée politique à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est également un gros problème parce que, à double titre. D'une part, parce que je pense que je ne vous apprends rien en vous parlant d'algorithmes et de bulles de filtre, etc., qui tendent à enfermer et à valider les gens dans leurs propres convictions, croyances et concepts en leur proposant des contenus qui correspondent à leurs croyances actuelles, ce qui fait que il est difficile de toucher des gens qui ne sont pas déjà plus ou moins dans la sphère en réalité. Et d'autre part, ça fait que beaucoup de gens en fait se disent, en balançant des tweets, en participant à des guerres de commentaires, etc., ils ont l'impression d'avoir milité. Ils se disent c'est bon, j'ai milité pour ma cause. Et du coup, ils en restent là. Beaucoup de gens qui s'enferment en fait, qui se disent bon bah voilà, je suis arrivé là, j'ai envoyé mes tweets, j'ai bien mouché ce gauchiste slash droitard slash nationaliste breton slash jacobin français slash tout ce que tu veux, et en fait on n'a rien fait. Et voilà, j'ai bien mouché, et puis j'ai bien milité, maintenant je suis content. Maintenant je peux aller dormir. Le pays est sauvé. Alors qu'en fait il n'y a rien qu'à changer. J'ai juste énervé quelqu'un à 200 km de chez moi. Et le bilan en termes de militantisme concret, il est quasiment nul. Oui, je dois dire que comment dire, les individus ont une part très importante dans la façon dont le pays est en train de partir à la dérive. Je dois dire que, par exemple, au sujet de la langue bretonne, c'est une honte que un certain nombre de Bretons, y compris des militants bretons, n'aient pas fait l'effort ou considèrent voilà, que c'est un sujet de second ordre que d'apprendre à parler la langue bretonne, alors que c'est précisément elle qui nous relie à nos ancêtres et qui nous permet de comprendre eh bien, tous les écrits, ne serait-ce que du début du XXe siècle. Ou même plutôt du 19e, bien entendu. En fait, c'est un autre effet, en fait, que ce qui s'ajoute à ce que j'avais mentionné tout à l'heure par rapport au côté nous sommes trop riches pour notre propre bien, qui est qu'effectivement, cette énorme déperdition d'énergie que représentent les réseaux sociaux, alors même qu'ils ont réussi à se rendre vitaux au militantisme moderne, et ils représentent en même temps donc une énorme déperdition d'énergie qui, du coup, conduit bien souvent à rien. Parce que l'indignation sur Internet, à moins d'être contre des particuliers qui, du coup, se font harceler, bah, elle ne débouche sur rien. Il y a beaucoup de gens en France qui détestent Macron. Beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à tweeter contre Macron. Et ils ne font rien, en fait. Ils ne font rien d'autre. Non pas qu'ils doivent, que je les encourage à faire quelque chose, encore une fois, je constate. Mais il y a ce challenge, cet énorme challenge des réseaux sociaux, qui sont une énorme barrière
au militantisme moderne. Ça, c'est encore une autre des raisons pour lesquelles le nombre de militants dans la rue lors des événements a drastiquement chuté, peut-être ces 5 dernières années. Au Parti national breton, nous sommes conscients de ces difficultés, nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous savons que nous sommes à l'heure actuelle un plus petit nombre que ce que nous devrions normalement être, que ce que nous aurions été il y a même ne serait-ce que 20 ou 30 ans. C'est factuel. Mais c'est le cas de toutes les organisations politiques aujourd'hui. Et je dis bien toutes, sans exception. De l'extrême gauche à l'extrême droite française, en passant par les organisations centristes, tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose avec lequel nous composons, bien entendu. Et nous essayons également de toucher le plus de monde possible en utilisant justement ces réseaux sociaux, qui sont de toute façon, qu'on le veuille ou non, un outil incontournable du militantisme de 2025, quoi qu'on en dise. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les actions de rue sont inutiles. Parce que les médias, même les médias traditionnels, pourrait-on dire, qui eux sont en perte de vitesse énorme également depuis les réseaux sociaux et notamment l'émergence de nouveaux médias, comme on pense notamment à, rien que côté francophone, il y a, on pense notamment à Cerfia et Médiavenir, qui sont des modèles de nouveaux médias. Et les anciens médias, les médias traditionnels, sont en grande perte de vitesse, mais ils sont encore utiles. Et en fait, les événements de rue sont encore utiles à ce niveau-là, même en sachant qu'on ne réunira pas des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, jamais, ni nous, ni personne d'autre en Bretagne. Pourquoi est-ce que c'est important quand même? Parce que ça nous donne quand même une visibilité, ça nous donne une présence réelle et tangible. Parce que les réseaux sociaux, c'est très bien, mais n'importe qui peut être derrière un écran. Vous savez pas si c'est un flic français, un gamin qui s'amuse ou des gens réellement sérieux. Surtout avec la généralisation des pseudos. Et même d'ailleurs, les gens qui utilisent leur vrai nom, hein. On réalise que au bout de quelques années que oh bah tiens, bah en fait c'est un politicien qui est parti faire carrière au service de la France, n'est-ce pas, Joannick Martin? Et donc, en fait, les actions de rue restent importantes parce qu'elles donnent une tangibilité. D'ailleurs, c'est le rassemblement auquel nous avons participé à Pontivy, où nous avons pris la parole, il a joué ce rôle. En fait, pour la 4e fois, parce que c'est notre 4e apparition publique, en fait, nous nous étions montrés visuellement, publiquement, explicitement, devant des gens. Et ça nous a donné un énorme boost de visibilité, quoi, en fait, concrètement. Parce que, en montrant que nous sommes des personnes réelles, bah, beaucoup ne viendront pas militer pour autant, pour les raisons qu'on a exposées. Mais il n'y en a pas moins un soutien qui peut se manifester à travers les réseaux sociaux, notamment entre autres, qui justement participent de notre visibilité et jouent de ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de continuer à marquer notre présence dans l'espace public, tout en comprenant, comme nous l'avons fait, les limitations. C'est extrêmement important. Et ça nous ramène, d'ailleurs, encore une fois, à ce constat d'échec du modèle militant ancien qu'on avait évoqué à la partie précédente, qui a été en fait l'échec de Bretagne, notre avenir, de Brayson Dazont. Pour finir sur ce sujet-là, après, bon, je pense que je vais arrêter. Alors effectivement, en fait, les actions de rue, comme les manifestations, bon, on sait très bien que ça ne va pas changer grand-chose puisque le nombre n'est pas au rendez-vous. Mais bon, entre quelqu'un qui décide de se bouger le cul, de sortir dans la rue avec une pancarte ou des slogans, enfin, ou que sais-je, un mégaphone, enfin, il fait ce qu'il veut pour militer. Entre ça et un like sur une publication Twitter, ce qui en gros revient à la même chose, hein. Participer à une manifestation de rue, en gros, c'est un like, hein. Bon, entre ça et ça, la manifestation de rue a plus de poids, je trouve, hein, quand même. Pour terminer, en gros, sur les crises de vocation et d'engagement, en fait, hein, parce que c'est une crise de l'engagement politique et associatif. Même les francs-maçons sont touchés, hein, la moyenne d'âge dans la franc-maçonnerie monte, hein, comme dans la société civile, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est tout. Oui, c'est incroyable de constater à quel point la société devient apathique, en fait. Vraiment apathique. C'est une marque des temps, hein, ça n'est pas photo. Eh bien, nous allons pouvoir nous diriger, avec une petite pause musicale, vers la 3e partie, une partie un peu histoire et culture.
to the grave. A star was spent upon her brows. The light was on her hair. A sun upon the golden boughs in a lonely and the fair. Her hair was long, her leaves were white, and fair she was, and free. And in the wind she went as light as a leaf of linden tree. Bienvenue dans cette troisième partie où nous allons évoquer l'histoire et la culture au travers de Mgan et de la gauche et au travers de l'extrême gauche. Indépendantiste. Et oui, en fait, c'est un sujet assez épineux, hein, il faut le dire, puisque l'extrême gauche indépendantiste, elle a pratiquement toujours existé pour la plus grande partie du XXe siècle et même du XXIe. Elle est également toujours restée assez marginale, puisqu'elle a existé d'abord en tant que composante du second MSAO, du nationalisme breton, avec des figures notamment comme Jan Sawyer ou Mehaven, donc des gens qui étaient nationalistes avant d'être gauchistes, en fait, fondamentalement, et qui étaient, de mon point de vue en tout cas, des gens tout à fait appréciables et respectables, et très volontaires dans leur action, quoi qu'on puisse éventuellement leur reprocher par la suite. À partir des années à peu près 1980, à peu près, donc sur la fin du FLB-ARB, quand le FLB-ARB a à peu près disparu, en fait, il y a eu une nouvelle mouvance qui a commencé à prendre sa place, en gros, qui était, on pourrait dire, les trotsko-maoïstes, qui se sont constitués en gauche indépendantiste, extrême gauche indépendantiste, dans une organisation, dans un mouvement qui s'est d'abord appelé Mgan, puis, dans le tournant des années 2000, Brésistance. Je vais commencer par la fin, en fait, puisque je vais oser le dire. Pour moi, l'extrême gauche indépendantiste bretonne est morte et enterrée depuis le 12 octobre 2024. Donc, je rappelle très brièvement ce qui s'y est passé. Donc, au cours de la manifestation de Bretagne Réunie de Nantes, donc, qui avait eu lieu ce 12 octobre 2024, nous avions, nous, le Parti national breton, déployé pour la première fois notre banderole. Nous avons été pris à partie par les nervis de gauche et d'extrême gauche, dont des membres de ce reliquat de l'extrême gauche indépendantiste bretonne, qui était Douar Fankiz. Et en marge de l'altercation, une personne a été grièvement blessée par un militant antifa d'extrême gauche qui avait été rameuté par des membres de Douar Fankiz. Et quand je dis militant antifa d'extrême gauche, c'était un pur antifa français, quoi. En fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'extrême gauche indépendantiste s'en est retrouvée à violemment s'en prendre à des tenants de la réunification et à des nationalistes bretons, au moins moralement, c'était la fin pour elle. Et en fait, pas de bol pour eux, parce que le malheureux de Bretagne Réunie a été gravement blessé, 40 jours d'ITT quand même, hein, on rappelle, des côtes cassées, des dents cassées, enfin, il a vraiment pris des sales coups. Et donc, pas de bol pour eux, ils se sont retrouvés à agresser et blesser violemment des Bretons. Et des Bretons qui étaient sur cette ligne de réunification, voire d'indépendance. Et pire encore, ils ont par la suite menti explicitement dans tous leurs communiqués en niant la présence des antifas. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont perdu
toute crédibilité morale. Et à partir de ce moment-là, ils sont morts. D'ailleurs, c'est ce qui est assez remarquable, c'est que lors de l'événement Braison d'Azonte, Bretagne notre avenir, eh bien, ni Dwarf Yankees, ni l'UDB n'étaient invités et attendus. Aucun des deux. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des consignes de la part de l'organisateur, donc, dont eux, qui n'étaient pas souhaités. Voilà, et en fait, c'est factuellement, l'extrême gauche indépendantiste est morte le 12 octobre 2024, et on a pu le constater le 1er mars 2025. Je commence par ça, même si ça paraît inhabituel de faire les choses un petit peu à l'envers. D'habitude, on commence pas trop par la fin. Mais en fait, c'est important parce que ça veut dire que c'est un chapitre qui est clos. Alors, bien entendu, le groupuscule marxiste Dwarf Yankees existe toujours aux dernières nouvelles, même s'il est pratiquement complètement inactif, mais il existe toujours. Néanmoins, la gauche indépendantiste est morte. Voilà, c'est factuel. L'UDB, c'est des vieillards, hein, faut dire ce qui est. Donc, en fait, ils vont s'éteindre en même temps que la classe d'âge de leur électorat. Et en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ça qui est assez intéressant. Et de se dire, est-ce que ces militants indépendantistes d'extrême gauche avaient-ils la moindre chance d'arriver à quelque chose? La réponse, pour moi, c'est non. Pourquoi? Pour 2 raisons. Je vais m'en profiter pour me faire un petit peu de pub, puisque j'ai lu récemment le ZHB-CDR, le lexique radical de l'extrême gauche en Bretagne, qui a été écrit par Roblin en 2014. Et en fait, ces éléments, ils sont là-dedans. Il y en a 2. Le premier, c'est que l'extrême gauche indépendantiste ne veut pas reconnaître le fait identitaire et historique de la Bretagne. En fait, ils parlent de démocratie, ils parlent de fonder une république de Bretagne, mais ils ne veulent pas la fonder sur l'histoire de la Bretagne, sur la Bretagne historique. Ils ne veulent pas la fonder sur ses ducs, sur ses princes, sur l'histoire de son indépendance. Pour eux, en fait, ils rejettent en bloc, justement, cette continuité nationale et nationalitaire. Ce que nous, justement, nous prenons à bras-le-corps. Nous disons, nous sommes les descendants de ces Bretons d'autrefois, et leur identité, leur histoire, nous nous l'approprions comme devrait le faire n'importe quel Breton. Et justement, la gauche indépendantiste rejette complètement ça. Elle rejette le fait identitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'extrême gauche indépendantiste, comme j'avais évoqué tout à l'heure, elle est profondément socialiste, mais dans le sens promotrice de causes sociales et immigrationniste. Donc, anti-résolution sociétale, anti-sociétalitaire, on pourrait dire. Peut-être un petit peu un néologisme. En prenant complètement à contre-pied les problématiques du monde moderne, donc cette extrême gauche, en fait, est incapable d'arriver à quoi que ce soit. Elle ne pourra pas remplir ses objectifs parce que ses objectifs sont complètement flous, en fait. Personne ne veut mourir pour la République de Bretagne, ou pour mourir pour la République socialiste de Bretagne, a fortiori. Et surtout pas moi, d'ailleurs. Moi, ce pourquoi je suis prêt à me battre, c'est la Bretagne charnelle, la nation Bretagne, la patrie Bretagne, le pays Bretagne, avec tout son territoire, avec son histoire, avec son peuple clairement marqué et identifié. Bref, le fait identitaire. Parce que tout ça, ce sont des choses auxquelles nous pouvons nous référer, Bretons, là je parle des Bretons en général, pas seulement nous tous, de manière charnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement rejeté, je le redis encore une fois, mais c'est important de le rappeler, par l'extrême gauche, Mgand et Brésistance, incarnés, entre autres, mais pas que, par Gaël Roblin. Même si maintenant Roblin ne parle plus trop d'indépendantisme breton, il est enterré à Guingamp, et il y fait sa vie, de temps en temps, il parle un peu de langue bretonne, et puis c'est tout. Alors, Mgand et Brésistance, qu'est-ce qu'ils ont fait un petit peu dans leur histoire? Eh bien, Mgand, ils ont voulu reprendre quelque chose qui est caractéristique d'Mgand, c'est qu'ils avaient de très forts liens avec les Basques, notamment. Donc l'extrême gauche bretonne avait de très forts liens avec les Basques, et notamment les indépendantistes basques, et ils vivaient encore dans cette espèce de mythe du FLB-ARB, en fait, du mythe de l'action violente de la pose de bombes. Il y a des bombes qui ont été posées en Bretagne, plusieurs, dans les années 99-2000. La plus tristement célèbre, c'est Kévert, mais il y en a eu d'autres, dans le même temps, qui n'ont fait aucune victime. Cela étant, ces attentats menés peut-être par l'extrême gauche Mgand, ils avaient un point commun assez intéressant. Est-ce que vous seriez capable de me le dire? Je crois que je ne connais pas bien assez Dwarf Yankees pour te répondre, malheureusement. Alors, je vais vous aider un petit peu, c'était dans la nature des cibles.
alors je rappelle, le FLB-ARB, lui, il attaquait donc tout ce qui était des tours radio. Ils avaient posé une bombe dans le palais de Versailles aussi. Et en fait, ils attaquaient donc des tours radio, des préfectures, des choses comme ça. Donc en fait, des symboles du pouvoir et de l'État français. Mgand, pas nécessairement Mgand, mais les attentats qui ont été menés dans les années 99-2000, eux ciblaient tous spécifiquement des McDonald's. Ah, j'allais dire, ils attaquaient des champs de blé génétiquement modifiés comme ma mère, mais bon, dommage. Alors, je pense qu'il y a eu des actions qui ont été menées par rapport à ça, mais en termes d'attaque à la bombe, il n'y a que des McDonald's. Enfin, ce sont surtout des McDonald's qui ont été attaqués. Et en fait, c'est assez intéressant, parce que le McDonald's, je pense que vous allez convenir avec moi que ce n'est pas précisément un symbole du pouvoir de l'État français. Là, on est bien d'accord. Par contre, c'est un symbole extrêmement marqué du capitalisme à l'américaine. Donc en fait, on comprend que, en tout cas, c'est mon analyse, je tiens à rappeler que personne n'a été condamné dans cette histoire faute de preuves. Donc c'est-à-dire que la justice n'a pas déterminé la culpabilité ou l'innocence des personnes, mais qu'elle s'est révélée incapable de statuer. Très important de le préciser. Donc je ne vais pas faire ce procès moi-même dans un sens ou dans l'autre. Ce que je vais dire, c'est que les personnes qui ont attaqué ces McDonald's n'avaient pas pour projet d'attaquer l'État français ou ses représentations en Bretagne. Leur ennemi n'était pas l'État français. Leur ennemi était le capitalisme à l'américaine. Bon, je pense que vous en venez aux mêmes conclusions que moi, fatalement. Oui, la conclusion s'impose d'elle-même, c'est presque une évidence. C'est que effectivement, ce genre d'attentat serait caractéristique de l'extrême gauche, clairement. Ce serait vraiment le modus operandi de l'extrême gauche, que de s'attaquer à des McDonald's, en fait. Et ça rejoint cette analyse que j'avais faite un peu précédemment, dans laquelle je disais que l'extrême gauche indépendantiste bretonne, Mgand, etc., elle n'est pas nationaliste. Elle n'est pas nationalitaire, elle rejette le fait identitaire. Et je pense que c'est ça, au final, qui est le plus criant. Le FLB-ARB attaquait des tours radio. Le FLB-ARB attaquait des préfectures. Le groupe Gwenadu, pendant l'entre-deux-guerres, il faisait sauter des lignes de train et des monuments à l'union de la France et de la Bretagne. Et là, entre 1999 et 2000, on a des attaques contre des McDonald's. Pardonnez-moi, mais on a une sacrée baisse de prestige, d'envergure, quoi. Et en même temps, c'est caractéristique d'un groupe pour qui l'État français n'est pas l'ennemi numéro un, mais pour qui le symbole du capitalisme à l'américaine est l'ennemi numéro un. Et ça, c'est caractéristique de l'extrême gauche. Alors, je ne précise pas bretonne, je dis bien de l'extrême gauche. Parce que il se serait très bien pu que ce soit un coup des Basques qui étaient de passage et qui étaient justement, pour un certain nombre d'entre eux, hébergés par des militants bretons. Parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure, un autre marqueur extrêmement important d'Mgand, ça a été ses liens très très forts avec l'ETA, notamment, avec les indépendantistes basques. Et d'ailleurs, de manière assez intéressante, quand un dépôt de munitions, et particulièrement un dépôt d'explosifs de l'armée française a été attaqué et pillé, un certain nombre de ces munitions, ces explosifs, se sont retrouvés par la suite entre les mains de terroristes basques de l'ETA, qui étaient aussi d'ailleurs très fortement orientés à gauche à cette époque. Faut bien le dire, c'était quasiment des marxistes, voire purement et simplement des marxistes. Et ce lien, de manière assez intéressante, a coûté extrêmement cher à la Bretagne et au mouvement breton. Parce qu'en fait, je pense que après l'attentat de Kéver, donc après la mort de Laurence Turbeck, la malheureuse qui a reçu la bombe de plein fouet en fait et qui en est morte, je pense que c'est une mort accidentelle pour le coup, parce que je pense qu'il n'avait pas volonté de tuer quand la bombe a été posée. Donc après la mort malheureuse de cette personne, comme vous le savez, il y a des actions et des rafles d'envergure qui ont été menées contre le mouvement breton. Mais pas que contre Mgand. Tout le mouvement breton a pris. Enfin, la répression a été violente, pour le coup. Il y a eu de l'éloignement, des perquisitions, des saisies, de tout ce que tu veux, etc. En fait, ça a été un coup dans les reins du mouvement breton, à cette époque-là. En fait, les renseignements généraux français et la justice française ont mis le mouvement breton à genoux. Et ça a été douloureux. En fait, le mouvement indépendantiste d'extrême gauche Mgand, quoi qu'on en dise, il a quelques accomplissements à son actif, quand même. Il faut le reconnaître. Notamment les manifestations et les pressions qui avaient été faites, notamment pour libérer les prisonniers politiques bretons,
qui avait été justement mené et emmené par Mgand, hein, entre autres, qui avait fondé un certain nombre de groupements, de groupes et de sigles, etc. Et en fait, toute cette nébuleuse qui toute militante, même si elle ne serait jamais arrivée à rien pour les causes que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, elle avait quand même une certaine capacité d'action limitée en attendant que des véritables nationalistes arrivent. Et cette nébuleuse, elle s'est fait casser les reins par les suites de Kévert après les années 2000. Et le mouvement breton, en fait, par la suite, est rentré pratiquement en sommeil. Alors même que personne n'a été explicitement condamné pour l'attentat de Kévert. Comme j'ai évoqué au tout début, les personnes qui sont passées en jugement, et qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont complètement disparu de la vie publique suite à ce jugement, ont toutes été relaxées faute de preuves. Dont Gaël Roblin, d'ailleurs. Gaël Roblin faisait partie des personnes qui étaient passées en jugement après Kévert. Et tu dirais que c'était une volonté de la part de l'extrême gauche indépendantiste de détourner le combat breton, ou alors est-ce que c'était plutôt une forme d'évolution idéologique maladroite? Bah, moi, je pencherais plutôt pour le deuxième cas. C'est-à-dire que je pense que c'est une conséquence naturelle de l'idéologie marxiste qui les imprégnait. Puisque cette idéologie marxiste, trotskiste, il faut le dire, fondamentalement internationaliste, immigrationniste, tiers-mondiste, en fait, dans l'absolu, et anticapitaliste, fait que l'aspect en fait national et nationaliste identitaire passe dans leurs préoccupations totalement au second plan. Donc, si tu veux, je ne pense pas que ce soit volontaire, je pense que c'est naturel. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y avait de leur part une volonté de nuire au combat breton ou de le détourner de ses rails. À mon avis, c'est simplement que lorsque tu es marxiste, bah, tu penses comme un marxiste et tu as des priorités de marxiste. Et la nation, la libération nationale ne font pas partie des priorités du marxiste et a fortiori du marxiste trotskiste. Pour citer une chanson de Gweltazar Fur, que, encore une fois, c'est un musicien que j'aime beaucoup, encore lui, le pouvoir des travailleurs qui nous rendra libres. C'est-à-dire que pour eux, l'idée, c'est qu'il faut mener la révolution prolétarienne, et que c'est la révolution prolétarienne qui, de manière magique et naturelle, conduira à l'émancipation de la Bretagne. Et en fait, ils prennent le problème à l'envers. Et tu vois, je pense pas que ce soit volontaire de leur part, c'est juste leur manière d'être politiquement. Oui, je pense aussi la même chose, hein. À mon avis, c'est pas quelque chose qui est machiavélique de leur part. Mais bon, finalement, ça aboutit aux mêmes choses, c'est-à-dire détourner des énergies qui auraient pu être investies autre part et plus efficacement. L'intention n'est pas machiavélique, il n'y a pas d'intention machiavélique, mais le constat est qu'au final, bah, les résultats sont machiavéliques. Je ne sais pas s'il y a encore à l'extrême gauche beaucoup de staliniens, mais eux au moins ils avaient une vision nationale du pays, hein. C'est pas pour rien que ils gueulaient pour la mère patrie, tout ça, alors que les trotskistes, eux, c'était non, 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 l'international, pour l'État de tous les pays, unissez-vous. En fait, c'est l'étrangeté de la chose, c'est que l'extrême gauche bretonne, et notamment Roblin d'ailleurs, était un peu un mélange des deux, simultanément stalinien et trotskiste. Donc du coup, on pense notamment à Roblin même, qui il n'y a pas longtemps, justement, on parlait des réseaux sociaux, on y revient, qui a peut-être un an de ça, faisait la promotion et chantait les louanges de l'armée rouge, et en particulier de ses exactions pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les années 44-45. On se rappelle quand même que des centaines de milliers de civils, et pas qu'allemands d'ailleurs, ont été violés et assassinés par les communistes. Et effectivement, on voit que, on pourrait dire en quelque sorte que le mode de pensée d'Emgand en général, et de Roblin en particulier, hein, puisque je pense que Roblin est un pur produit d'Emgand, quoi qu'on en dise, c'était une sorte de stalinisme internationaliste. C'est-à-dire que leur projet, clairement, c'était de créer un soviet breton, que par voie de conséquence, en même temps, ils sont internationalistes comme des trotskistes. Donc en fait, une espèce de jacobinisme breton qui voudrait exporter la révolution prolétarienne à l'étranger, quoi. C'est ça, ouais, un jacobinisme à la bretonne avec le communisme et les goulags en plus. D'ailleurs, souvenir amusant, hein, puisque ces gauchistes qui hurlaient justement à Pontivy le 3 mai à notre vice-président archi au goulag.
C'est pas un hasard, c'est leur projet. Oui, petite dédicace à notre vice-président et porte-parole. Que nous saluons avec grand plaisir. Donc voilà ce qu'on peut dire en somme sur l'extrême gauche Mgand Résistance depuis les années 90, quoi. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est devenu complètement anecdotique, quoi qu'on en dise. Il y a quelques petits groupements, donc on a mentionné Dwara Funkies, mais qui est moralement décédé en fait. J'ai cru apprendre, donc je dis ça avec les réserves d'usage parce que c'est plus une rumeur qu'autre chose, j'ai cru apprendre que Alan Le Cloarec avait été gentiment mis à la porte de Dwara Funkies. En tout cas, ce groupuscule est en état de mort cérébrale, hein, de toute façon, il faut bien se le dire, tout comme l'extrême gauche indépendantiste en Bretagne en général. Alors voilà, il y a quelques rigolos, type Varzao, etc., des gens de cette mouvance-là, mais en fait qui marchent complètement sur les groupes Antifa et Black Bloc français, qui se trouvent dans les grandes villes de Bretagne, et notamment Vannes et Saint-Brieuc. Et bien entendu, Rennes et Nantes aussi. Mais en fait, en dehors de cela, le fait est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a plus de militantisme breton d'extrême gauche. On pourra parler du cas de l'UDB, mais l'UDB, beaucoup apprécié par Roblin, d'ailleurs, il faut le savoir. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, avec des soutiens pareils, pas besoin d'ennemis, comme dirait l'autre. Mais pareil, l'UDB est en état de décomposition avancée, pour des raisons assez proches au final. C'est qu'en fait, l'UDB a un discours qui est régionaliste, qui n'est même pas nationaliste ou indépendantiste. Et ça, pour le coup, même Roblin le dit, c'est un discours qui est voué à l'échec. L'UDB, c'est un groupe vieillissant, avec des personnes qui ont d'ailleurs en leur sein beaucoup de problèmes, entre autres d'alcoolisme, d'ailleurs. Et ce qui fait que, en fait, leur seul pouvoir de nuisance, c'est vis-à-vis des personnalités qui leur restent ça et là, en fait, à certains endroits, et qui d'ailleurs ne sont même pas des encartés de l'UDB. Parce que maintenant, l'UDB, c'est la 5e roue du carrosse du socialisme français en Bretagne, il faut bien se le dire. On l'a vu lorsqu'il y a eu les législatives, l'UDB a quémandé des sièges auprès du fameux Nouveau Front Populaire, là, de toute la gauche et de l'extrême gauche française, et bah, ils se sont fait envoyer bouler, quoi, basiquement. Les LFistes leur ont dit, mais t'es qui, en fait? Vous êtes qui? Voilà. L'UDB ne représente personne. Et c'est ça qui est intéressant de constater, c'est ce qu'on a pu voir en fait à Bretagne Notre Avenir, c'est que le mouvement avait tout pour réussir. Et il a échoué. À cause notamment des réflexes, des dernières émanations de pensée gauchiste qui agitent encore un certain nombre de personnes, dont, je vais balancer les noms puisque voilà, plus rien à faire, dont Yvonne Olivier. Je le dis clairement, hein. Si le mouvement Bretagne Notre Avenir, Braison d'Azont, a échoué, c'est la faute de Yvonne Olivier et de Yvonne Olivier seule. L'UDB n'a rien fait. Elle n'aurait rien pu faire. Dwara Funkies n'a rien fait. Il n'aurait rien pu faire. Le public qui se trouvait à cette réunion adhérait assez largement à ce que nous proposons, à nos idées en fait, un authentique nationalisme breton. Ni de gauche, ni de droite, la nation. L'identité bretonne, la nation, l'histoire, le peuple, le territoire. Il a suffi d'un seul homme au mauvais endroit. Enfin bref, tous ces événements auxquels nous avons assisté, donc notamment en octobre et en mars, c'est le chant du cygne de la gauche et de l'extrême gauche. C'est bien ce qu'il faut se dire. Tant l'UDB que l'extrême gauche indépendantiste n'ont plus aucun poids politique ou influentiel en Bretagne. Je me demande à qui le parti breton va pouvoir se soumettre maintenant qu'il n'y a plus de personnes à qui lécher les bottes. Ah, t'es cruel. Alors, Non, mais j'ai un petit compte personnel à régler avec le parti breton. Vraiment, ils ont exagéré. Hein. Ils ont exagéré. en fait, le parti breton, c'est pareil, c'est un modèle de militantisme à l'ancienne. Et en fait, ils ont échoué pour les mêmes raisons. En fait, ils ont 20 ans d'existence, il faut le rappeler, et ils sont issus en droite ligne, pratiquement, de ce modèle de militantisme démocratiste, pardonnez-moi encore une fois cet affreux néologisme, démocratiste et subventionné. Non pas qu'ils soient subventionnés eux-mêmes, mais qu'ils sont dans toute cette mouvance culturelle subventionnée. Cette mouvance du pas de vague, cette mouvance du « faut qu'on soit gentil », en ne nous imposant pas, en parlant gentiment avec les gens, on va gagner par les urnes. Constat, visiblement, cette méthodologie ne marche pas. Et en fait, c'est pareil, le PB, le Parti breton, c'est une relique de l'Ancien Monde. Ancien Monde, pas si ancien que ça, puisque on parle de l'Ancien Monde de 1980 à 2020, mais le Parti breton est une relique de ça. C'est un reste, c'est un micro-parti, il faut le dire, comme nous, hein, pour l'instant.
sauf que nous, la différence, c'est que nous sommes montants. C'est un micro-parti qui n'a que peu d'influence, qui ne se positionne en fait pratiquement que par rapport à d'autres partis, que ce soit nous ou des partis français. Donc en fait, ils n'ont pas de colonne vertébrale dans l'absolu. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais dit, justement, encore une fois via Twitter, tu vois, on en parle, mais on revient tout le temps aux réseaux sociaux, j'avais dit via Twitter au président du parti breton que eux, c'était les macronistes de la Bretagne. Et en fait, il a dit, ouais, mais nous, on est contre Macron. Mais il n'a pas compris ce que je voulais dire par là. Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que justement, je suis désolé pour eux de ce que je vais dire, et pour les militants du parti breton que j'apprécie. Parce qu'en fait, ce sont des girouettes sans direction ni colonne vertébrale. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de rassembler le plus possible. Et de rassembler le plus possible sur un programme le plus ouvert et le plus consensuel possible. Le problème, c'est que on n'a pas de volonté politique avec un tel programme. Surtout que le programme qui ratisse large, c'est pas un projet politique concret. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le parti breton se droitise, entre guillemets, ces derniers temps. Parce qu'ils ont senti l'air du temps, parce qu'ils sont quand même pas complètement idiots non plus. Et du coup, ils savent que les gens veulent entendre parler de sécurité, qu'ils veulent entendre parler de justice, en fait, qu'ils veulent entendre parler de fin de l'immigration, etc. Et qu'ils sont obligés de se positionner dessus, mais dans le seul but de ratisser plus large. Non pas parce qu'ils ont un projet concret. Ils n'ont pas de projet concret. Et c'est en ça, en fait, que ce sont des macronistes. Parce que les macronistes, c'est la même chose. Ils n'ont pas de projet concret, ils cherchent à ratisser le plus large possible pour réunir le plus de monde possible sur un programme qui n'en est pas, en fait, sur un programme qui n'a rien de concret, qui n'a rien d'explicite, parce que ce qui est concret et explicite, c'est nécessairement clivant, ça va nécessairement forcément faire des mécontents. Et nous, on le sait très bien. Moi, quand j'entends parler du parti breton, donc effectivement, ce sont des centristes, donc des gens foncièrement, en gros, opportunistes, qui sont aussi bien capables de manger avec les gens de gauche, des socialistes, comme avec des libéraux, voire des conservateurs. Et le problème, c'est que quand tu es un opportuniste, tu ne ressembles à rien. On te dit bonjour, voilà, parti breton, je sais pas, tu donnes un tract parti breton à un marché, on va te dire ah ouais, ok, mais c'est quoi vos idées fortes, quoi. Alors que nous, le PNB, on arrive dans un marché, bonjour, Parti national breton, tenez un tract, ah quoi, Parti national breton, tout ça, même si c'est pour nous cracher dessus, ah, bande de fascistes, racistes, ah, au moins, on nous identifie tout de suite, on sait à quoi on sait à quoi on ressemble, quoi. Oui, c'est exactement ce que je dis. Ce sont des girouettes qui datent de cette époque de 1980-2020, de cette époque qui sont des reliquats en fait du politiquement correct, de l'époque où il ne faut surtout froisser personne, ne pas se faire d'ennemis, etc. Le problème est qu'en politique, on va toujours se faire des ennemis, et autant que ce soit pour des bonnes raisons. Autant que ce soit parce que nous osons être là et dire, bon voilà, désolé, mais l'immigration, on n'en veut pas. L'islam, on n'en veut pas. L'insécurité, on n'en veut pas. Et le pillage et la taxation française à tous les niveaux, que ce soit par le vol direct de l'impôt sur le revenu ou par la destruction de notre environnement et de nos sols, on n'en veut pas. Voilà. Et forcément, on se fait des ennemis. Parce qu'il y a des gens à qui ça déplaît. C'est normal, c'est pas un problème. À qui ça déplaît ou qui ont des intérêts. Et donc, par principe, on veut pas, ils ne veulent pas qu'on touche à leur Grisby, quoi. Ah bah oui, ça c'est une certitude. Voilà, tout ça pour conclure, nous entrons dans une nouvelle époque. Dans une époque où, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle politique, avec justement les systèmes de diffusion par l'Internet généralisé, etc. Une époque qui a ses propres défis, ses propres difficultés. Et ce qui est sûr, c'est que les populations et les gens se radicalisent, et se radicalisent de plus en plus et de plus en plus vite. Et donc en particulier, nous arrivons à une époque où il n'y aura pas de place pour les ventres mous, où il n'y aura pas de place pour les je suis un juste milieu, donc regardez comment je suis tellement au-dessus de la foule. Ben non, en fait, avec cette attitude, tu n'es pas au-dessus de la foule, tu es en plein dedans. Et surtout, tu n'es même pas dans les foules, tu es entre les foules. Et ça, c'est le meilleur moyen de finir écrabouillé, quoi. Je dis ça, encore une fois, de manière imagée.
Et donc, c'est là qu'on en arrive. Et c'est pour ça que c'est important de dire, voilà, nous sommes à une époque où il faut plus que jamais s'engager, puisque nous arrivons à une époque où même un petit nombre de militants déterminés, volontaires, actifs, peuvent faire la différence. Et ça, mes chers auditeurs, ça peut être vous aussi. Peut-être que vous n'avez jamais osé sauter le pas. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, voilà, moi j'ai pas trop envie de me risquer, etc. Tout ça. Nous sommes à une époque où une poignée de personnes peut faire une différence. Et ça, c'est vraiment le grand paradoxe au final. Parce que c'est la fin des grands rassemblements, c'est la fin des centaines de milliers de personnes qui battent le pavé, mais en même temps, une poignée de personnes stratégiquement placées peut faire la différence. Et ça, on le voit de plus en plus. Moi, je terminerai sur un constat. C'est en fait, moi, je pense que les gens qui pensent encore que la politique et les idées politiques sont des choses monolithiques, qui ont une pensée à l'ancienne, qui font de la politique à l'ancienne, en fait, je pense qu'ils n'ont pas réellement compris le climat et le changement qu'il y a depuis quelques décennies. La politique, ce sont des forces dynamiques. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme vivant, organique, mais c'est quelque chose de dynamique. En cela où, dans des périodes de stabilité, de prospérité, les choses sont assez calmes, les gens ne prennent pas de risques pour rien. Mais quand ça commence à avoir des petits troubles et quand on arrive à des situations qui sont clairement intenables, là, il faut être capable de se réformer, sinon on finit écrasé par les deux côtés de l'étau, quoi, hein. Soit on se réforme, soit on disparaît dans le crash qui vient, quoi. C'est ça. Et nous sommes le Parti national breton. Nous ne sommes pas le Parti national breton de Camille Le Mercier d'Hermes. Nous ne sommes pas le Parti national breton de Frances de Bovès, de Laporte et Guyès. Nous ne sommes pas le troisième Parti national breton. Et nous sommes ce Parti national breton-là, qui nous trouvons dans un monde moderne, actuel, avec des problématiques modernes, actuelles, auxquelles nous tâchons de répondre. Donc, essayer d'appliquer une grille de lecture vieille de 80 ans sur nous, en fait, c'est absurde, c'est complètement absurde. C'est une erreur de débutant de la pensée politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, que les gauchistes sont en perte de vitesse partout en Europe, y compris en Bretagne. C'est qu'ils ne comprennent pas cette réalité élémentaire. Donc, nous voulons nous battre avec ce que nous avons là maintenant, relever les défis que nous avons en face de nous là, maintenant. C'est notre projet. Voilà, désolé, j'ai fait un petit Macron. C'est notre projet que de libérer notre nation. Non pas de fonder une république socialiste de Bretagne, mais de libérer la nation et la patrie bretonne. De libérer Braise. Et ça, c'est extrêmement important. Comme toujours, vous pouvez nous rejoindre, donc soit vous rendre sur le site du Parti national breton, partinationalbreton.com, soit par tout autre moyen. Vous pouvez nous contacter également par les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, partout où nous sommes, pour entrer en contact avec nous, pour nous affirmer votre soutien ou pour nous rejoindre, puisque chaque militant est précieux, chaque personne qui nous rejoint est précieuse et importante et utile à la lutte, puisque je le dis, je le redis, je le pense vraiment quand j'affirme qu'une poignée de militants aujourd'hui peut faire la différence. Voilà, c'était le 23e numéro de Moisarvoide, qui était consacré aux militants et au militantisme. Donc je vous remercie grandement Yann et Yann d'avoir été à mes côtés pour avoir animé cette discussion, cet échange sur Moisarvoide. Trugarez, Maria. Trugarez dit. Et nous allons nous retrouver donc au mois d'août donc ce sera après notre camp d'été du 26-27 juillet auquel je vous invite chaleureusement à venir participer. Vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter pour en avoir les modalités. Et
Eh bien, en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à clore ce 23e numéro de Moisarvoide, en attendant de continuer à avancer, à nous battre, à travailler pour la libération de notre nation et pour l'élévation d'une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breiz Atao. Bevet Avec Braise, Braise Atao.